Comme les Français qui tombent sur cette chaîne trouvent que je parle trop lentement et qui sont toujours obligés d'accélérer mes vidéos pour pas s'ennuyer, et ben dans cette vidéo, je vais vous apprendre à parler plus vite, comme les Français. Voilà. Plus sérieusement, ne vous inquiétez pas, je vais pas parler comme ça pendant le reste de la vidéo. Non, mon objectif, c'est de vous aider à parler français un peu plus vite. Ça peut sembler paradoxal parce que moi, je parle assez lentement, mais je parle lentement pour que vous me compreniez. Et vous qui apprenez le français, peut-être que quand vous avez une conversation avec quelqu'un, vous avez l'impression de prendre trop de temps pour chercher vos mots, pour formuler vos phrases, de parler un peu comme un robot. Donc, vous aimeriez savoir comment progresser pour être capable de parler français un peu plus vite. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, en particulier comment parler français comme les Français, d'une manière plus naturelle. Mais aujourd'hui, on va voir une technique un peu différente qui est très efficace. Cette année, j'ai décidé de réaliser un de mes rêves d'enfant, apprendre à jouer du piano. Et j'ai toujours entendu que quand on veut apprendre à jouer d'un instrument de musique, il faut faire ses gammes. Une gamme, c'est une suite de notes qui monte ou qui descend. Par exemple, la plus connue, la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, comme ça en plus, vous avez appris les notes de musique en français. Alors évidemment, les gammes, c'est un peu ennuyeux, un peu répétitif. Quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, en général, c'est pour être capable de jouer des morceaux, pas des gammes. Vos voisins, vos amis ont pas envie de vous entendre faire des gammes toute la journée. Mais faire ces gammes, c'est essentiel parce que ça permet d'apprendre à jouer les notes correctement. Alors bon, sur le piano, c'est pas trop compliqué parce qu'il suffit d'appuyer sur une touche. C'est moins difficile qu'avec une trompette ou un violon, par exemple. Mais quand même, il y a différentes façons de jouer la note. Ça permet aussi de travailler sa technique, parce qu'on apprend à enchaîner les notes. Donc on gagne en fluidité. Oui, désolé pour tous les musiciens qui regardent cette vidéo, je sais que là je dis seulement des banalités, mais moi j'ai découvert tout ça cette année et je trouve qu'il y a plein de parallèles très intéressants avec l'apprentissage des langues. Parce que oui, avec les langues aussi, on peut faire ses gammes. D'ailleurs, faire ses gammes, c'est une expression en français qui ne s'applique pas seulement à la musique, mais dans tous les domaines. En général, faire ses gammes, ça veut dire s'entraîner, répéter quelque chose pour améliorer une compétence. Oui, mais malheureusement, la répétition, c'est pas suffisant. Vous n'allez pas apprendre à parler français de manière plus fluide simplement en répétant des listes de mots pendant des heures. Le problème en faisant ça, c'est que rapidement, vous allez atteindre un plateau et vous ne saurez pas comment progresser. Comme la répétition ne suffit pas, on a besoin de s'entraîner d'une manière un peu différente en utilisant la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est un concept qui a été étudié et mis en évidence par un psychologue suédois, Ericsson, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de la performance, de l'expertise, dans des domaines comme la médecine, le sport ou encore la musique. Ericsson dit que pour devenir excellent dans un domaine, il ne suffit pas de s'entraîner pendant des années et des années sans réfléchir, il faut avoir une pratique délibérée, ça veut dire une pratique intentionnelle. En gros, la pratique délibérée, c'est un entraînement systématique avec un objectif précis et un feedback constant. Désolé pour le mot feedback, c'est un anglicisme, mais on n'a pas vraiment de mot qui traduit bien cette idée en français. Donc je vais utiliser feedback dans le reste de la vidéo. D'ailleurs, c'est de plus en plus utilisé en France, donc voilà. Désolé pour les puristes de l'Académie française. La meilleure façon d'illustrer la pratique délibérée, c'est de penser aux grands sportifs.
Par exemple, un joueur de tennis qui s'entraîne à faire un type de service bien particulier pendant des heures et des heures, avec son entraîneur qui analyse le mouvement, qui le corrige et qui l'aide à se perfectionner. Mais c'est aussi une technique qu'on peut utiliser avec les langues. Donc pour faire de la pratique délibérée, on a besoin de 3 éléments: un objectif précis à améliorer, un entraînement systématique et une personne qui va nous donner du feedback sur notre performance. D'abord, il faut définir le point précis qu'on veut travailler. Parler français plus vite, c'est un objectif qui est un peu vague, ça va pas vraiment vous aider. On a besoin de préciser ça. En général, le problème, c'est pas vraiment un problème de vitesse, mais c'est un problème de fluidité. Donc, avec votre pratique délibérée, vous allez essayer d'améliorer cette fluidité. Parce que si vous augmentez seulement la vitesse de manière mécanique, comme moi au début de la vidéo, ça va pas du tout être naturel. Donc c'est pas sur ça que vous devez travailler, c'est pas sur la vitesse, c'est sur la fluidité. Pour améliorer la fluidité, vous devez travailler sur la liaison entre les mots, la façon dont les mots sont liés. Ça, c'est souvent quelque chose qui pose problème au début quand vous essayez de comprendre les Français, parce que vous n'arrivez pas à distinguer les différents mots. Vous avez l'impression qu'une phrase est un long mot qui ne s'arrête pas. Donc si vous voulez donner cette impression de fluidité, vous aussi, vous devez améliorer la liaison entre les mots. Pour ça, il y a une très bonne technique qui est notamment recommandée par le polyglotte italien Luca Lampariello. C'est d'apprendre non pas des mots isolés, des mots seuls, mais des groupes de mots. Par exemple, je sais que le verbe manquer pose souvent problème. Dire I miss you en français, c'est tu me manques, et c'est pas je manque toi ou je tu manques, je te manque. Je sais que c'est pas très intuitif, notamment pour les anglophones, donc apprenez cette combinaison de mots par cœur. N'apprenez pas la conjugaison du verbe manquer, les 2 catégories de pronoms, mais apprenez directement « tu me manques »,« tu me manques ». Comme ça, quand vous voudrez dire cette phrase, vous ne serez pas obligé de vous demander quel pronom il faut utiliser, dans quel ordre, etc. Mais vous aurez la phrase déjà prête. Et quand vous apprenez ces combinaisons, apprenez à les dire comme les Français. Par exemple, si vous apprenez je ne sais pas, eh bien, entraînez-vous à le dire je sais pas, comme le font les Français. Un deuxième objectif précis que vous pouvez travailler, c'est l'utilisation des pronoms. Les Français adorent les pronoms parce que ça leur permet de gagner du temps. Et c'est pas très naturel au début pour les apprenants de les utiliser, mais si vous apprenez à le faire, ça va vraiment vous permettre de gagner en fluidité. Par exemple, si quelqu'un vous demande « tu as des frères ?», au lieu de répondre « oui, j'ai 2 frères », comme on le fait au niveau débutant, eh bien, utilisez le pronom « en » et dites « oui, j'en ai 2 ». Oui, j'en ai 2. Parce que c'est comme ça que les Français le disent et ça permet d'être plus fluide. C'est pareil avec le pronom « i », qui est aussi un pronom très utile. Si quelqu'un vous demande « est-ce que tu es déjà allé en France ?», au lieu de dire « oui, je suis déjà allé en France en 2015 », dites « oui, j'y suis déjà allé en 2015 ». Ça aussi, ça va vous faire gagner en fluidité. Si vous voulez plus d'exemples de phrases avec les pronoms « en » et « i », j'ai fait un guide gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site avec 198 expressions pour mieux comprendre le français oral. Et il y a aussi les fichiers audio pour pouvoir vous entraîner à prononcer comme les Français. Un troisième objectif qui peut être intéressant, c'est de s'entraîner à être plus réactif dans une discussion. Pour ça, vous pouvez par exemple vous entraîner à poser des questions. C'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup dans les cours de langue, malheureusement. En général, c'est plutôt le prof qui pose les questions et les élèves qui répondent. Mais c'est très utile dans une conversation d'être capable de poser des questions parce que ça montre que
vous vous intéressez à votre interlocuteur, que vous voulez savoir ce qu'il pense, etc. Donc ça permet de créer une bonne dynamique dans la conversation. Le problème, c'est que quand on n'a pas d'entraînement, ça prend beaucoup de temps de formuler la question dans sa tête, et quand on est prêt à la poser, en général, c'est trop tard, parce que la conversation a déjà avancé. Donc, pour éviter ça, vous pouvez préparer une liste de questions qui vous semblent utiles. Par exemple, des questions pour une personne que vous rencontrez pour la première fois. Quel type de questions vous pouvez avoir envie de lui poser. Si vous avez bien préparé ces questions, ensuite dans la discussion, ça sera plus facile pour vous de les poser au bon moment. En plus de préparer vos questions, vous pouvez aussi préparer vos réponses. Par exemple, quand on regarde une conférence TED, on a l'impression que c'est très facile pour la personne qui fait la présentation, elle parle de manière très fluide, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de naturel, mais en fait, en général, c'est une présentation que la personne a préparée pendant des heures et des heures, et qu'elle a répété aussi plusieurs fois. Comme dans les conversations, il y a des sujets qui reviennent régulièrement, ça vaut la peine de les préparer un peu à l'avance pour être capable d'en parler facilement. Ces sujets, ça peut être par exemple de vous présenter, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous présenter rapidement, dites d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Ça peut être aussi des anecdotes que vous aimez bien raconter, des choses qui vous sont arrivées pendant vos études, des voyages que vous avez faits. Essayez vraiment de penser à toutes ces histoires que vous aimez bien raconter et traduisez-les en français pour être capable de les raconter d'une manière assez fluide. Donc voilà, là vous avez une liste avec quelques objectifs et vous allez en choisir un pour faire de la pratique délibérée pendant quelques semaines, par exemple. Une fois que vous avez cet objectif, il va falloir passer à l'entraînement. Cet entraînement, ça doit pas être juste de la répétition, mais ça doit être quelque chose de vraiment systématique avec beaucoup de concentration. C'est ça la clé de la pratique délibérée. La première chose à faire, bien sûr, c'est de vérifier que les phrases que vous avez écrites sont correctes. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est d'utiliser un outil de traduction. Bon, il y a Google Translate, mais moi, je préfère DeepL. Je trouve que les traductions sont plus pertinentes. Si vous ne connaissez pas cet outil, je vous le recommande vraiment. C'est un très très bon traducteur en ligne. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une recherche Google avec des guillemets. S'il y a une phrase dont vous n'êtes pas sûr, vous l'écrivez dans Google avec des guillemets et vous allez voir s'il y a des résultats. S'il y a très peu de résultats, ça veut dire que c'est pas vraiment une phrase française et qu'il va falloir la formuler d'une autre façon. Ensuite, il y a aussi des applications et des forums comme Hi Native dans lesquels vous pouvez publier votre phrase et demander à des natifs de vous corriger. Le problème sur ces applications et ces forums, c'est que vous ne connaissez pas le niveau des personnes d'en face, parce que même les Français se trompent parfois. Donc la meilleure solution, c'est de travailler avec un prof ou au moins avec un partenaire de conversation. Ça va vraiment être essentiel dans la pratique délibérée. Le prof ou le partenaire de conversation va pouvoir vous aider à corriger vos phrases, à les améliorer, à vous dire si vous les prononcez bien, si ça sonne bien français. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider à progresser. Le mieux, à mon avis, c'est d'avoir plusieurs professeurs. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le polonais. À un moment, j'avais 2 ou 3 professeurs de polonais en même temps, et chaque semaine, je racontais la même histoire 3 fois. Une première fois avec ma première prof, elle me donnait quelques corrections. J'utilisais ces corrections pour améliorer mon histoire et je la racontais une deuxième fois à ma deuxième prof et au bout de la troisième fois, en général, j'étais capable de bien raconter cette histoire. L'avantage, c'est que c'est un peu moins répétitif parce que si vous racontez la même histoire chaque semaine à votre prof pour vous améliorer, ça va peut-être un peu l'ennuyer, mais si vous avez différents profs, ça va vous permettre de faire cette répétition
d'une manière assez naturelle. Maintenant, le troisième et dernier élément, vous savez, c'est le feedback. Vous avez besoin de demander à votre professeur ou votre partenaire de conversation de vous faire des critiques, des remarques, de vous dire ce que vous pouvez améliorer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez arriver dans une espèce de zone de confort et vous n'allez pas vraiment progresser. Ça va simplement devenir une routine et là, la pratique intentionnelle va perdre tout son sens. Si vous appliquez bien ces trois éléments, le choix d'un objectif précis, l'entraînement systématique et le feedback régulier, vous allez voir que vous allez faire des progrès rapidement. Alors, c'est vrai que la pratique délibérée, ça demande beaucoup de discipline, de rigueur, donc c'est pas une technique qui est adaptée à tout le monde. Heureusement, si vous ne vous sentez pas capable d'utiliser cette technique, il y a d'autres façons de progresser en français, par exemple l'approche naturelle qui consiste à écouter énormément de choses en français, à passer le plus de temps possible avec la langue. Ça demande un peu plus de temps, mais si vous le faites régulièrement, et si vous êtes patient, vous pouvez aussi progresser de cette manière. Et moi, en général, c'est plutôt cette méthode que j'aime et que je recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné peut-être des idées, des choses que vous allez mettre en application pour continuer de progresser en français. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.